Salut tout le monde, pour faire suite à la vidéo unboxing du Redmi 430 Ultra, aujourd'hui on va faire une vidéo plutôt consacrée aux performances, à la batterie, aux jeux vidéo. Ici je ne vais pas parler de la partie photo vidéo, on verra ça dans une autre vidéo du coup, où je pourrais entrer vraiment en détail sur les différents modes, sur les différents objectifs qu'on a là-dessus et tout ça. Je ne vais pas non plus revenir en détail sur la partie liée au problème de la version chinoise. On a déjà vu ça sur la vidéo du Midis Ultra, étant donné que ça sera exactement les mêmes problèmes, je vous mets le lien vers la vidéo, il y a des timecodes sur la vidéo et vous pourrez retrouver directement cette partie-là concernant la partie 4G, etc. Pour rappel, j'ai acheté ce smartphone chez mon nouveau partenaire Trading Shenzhen. Ici, c'est la version 8Go et 128Go de stockage. Vous avez plusieurs versions disponibles sur leur site. On va avoir une version 6Go à 128Go, 8Go 512 avec des prix allant de 327 à 417 €. Et cette version-là est à 357 € sur leur site que je mets dans la description. On commence par le design. Au dos du téléphone, on a un joli reflet avec cette couleur verte. Alors ça prend effectivement beaucoup les traces de doigts si vous souhaitez l'utiliser sans protection, mais c'est vraiment sympa. On retrouve les 4 capteurs en forme de cercle comme on l'avait sur les Redmi 430 Pro ou Poco F2 Pro. Par contre au milieu des capteurs on a maintenant un micro qui va du coup améliorer la prise de son lors de vidéos et qu'on testera sur la partie vidéo dédiée. On retrouve les boutons de volume et power sur la tranche, un haut-parleur dessous et sur le dessus, c'est le haut-parleur qui sert aux appels qui fonctionnera en tant que dual speaker. On a aussi l'emplacement du capteur pop-up, on retrouve aussi un port infrarouge, le port USB-C, les slots pour dual SIM. On a par contre perdu le port jack présent sur le Redmi 430 Pro. Pour les dimensions, on a un smartphone qui mesure 163 sur 75 sur 9 mm avec un poids de 219 grammes. On a un écran 6 pouces 67 AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, du Gorilla Glass 5, de l'HDR10, une résolution de 1080 sur 2400 et une densité de pixels de 385 ppi. Ici on a donc un écran entier, pas de trou pour la caméra selfie grâce au capteur pop-up sur le dessus du téléphone. On profite donc bien pleinement de toute la taille de l'écran. Le capteur d'empreinte est rapide et on a une petite animation autour du doigt à l'utilisation. Le déverrouillage grâce au visage est aussi rapide et utilise donc le capteur pop-up pour fonctionner. On retrouve ici le super wallpaper avec Mars et la Terre. Au niveau du taux de rafraîchissement, on va pouvoir choisir entre 60 Hz et 120 Hz, mais on ne peut pas choisir 90 Hz sur ce modèle-là. Pour la luminosité, la fiche technique annonce un nombre de 1000 nits et effectivement, on ne rencontre pas de souci à l'utiliser à l'extérieur. Voici aussi le défilement entre les fenêtres en 60 Hz puis en 120 Hz. L'ensemble est bien plus fluide en 120 Hz forcément. Ici on n'a pas de bord incurvé, on a un écran plat, donc ça fait bizarre quand on est habitué aux écrans incurvés, mais au moins ici on n'a aucun souci pour appuyer dans les coins. On a aussi une protection d'écran déjà en place qui évite de devoir le mettre soi-même. Voici maintenant un exemple de vidéo sur YouTube où vous puissiez voir un petit peu la qualité et ensuite un exemple audio. Donc là on va bien voir en fait que le son vient des deux haut-parleurs, à la fois du haut-parleur qui sert à l'écoute lors d'appels et celui qui est en bas du téléphone. Donc c'est quand même un plus par rapport à des smartphones qui n'auraient qu'un haut-parleur. On a vraiment un son qui est plus agréable qui arrive des deux côtés forcément. Le téléphone dispose d'une batterie de 4500 mAh, il supporte la recharge 33 watts grâce à son chargeur inclus. Alors j'ai fait le test et je suis passé de 0 à 100% en un peu plus d'une heure, ce qui est plutôt correct. De toute façon, en général, sur un smartphone, quand on mange, on peut très bien le mettre à charger, ça pose pas de souci d'avoir une heure de recharge. En plus de ça, on va jamais, je pense, jusqu'à 0% avant de se le mettre à charger. Donc dans tous les cas, je pense que ça suffit pour la plupart des usages d'avoir une recharge rapide de 33 watts et une recharge complète en une heure, donc ça ferait beaucoup moins si vous le chargez autour des 20% par exemple. Alors pour vous donner un exemple d'utilisation de la batterie qui soit plus proche de la réalité et qu'on puisse comparer avec d'autres smartphones, j'ai utilisé encore cette fois PCMark, comme ça vous pouvez aller voir entre les différents comparatifs des smartphones que je fais, et ici le score sur PCMark arrive à 13h27 après avoir chargé le smartphone à 100% en utilisant le mode 120 Hz et la moitié de la luminosité à peu près. Pour les performances, le smartphone utilise un MediaTek Dimensity 1000+, la RAM est elle en LPDDR4X, ce qui donne des résultats plus que corrects au niveau du benchmark.
Ici sur PC Mark on a un score de 9597 et sur Antutu un score de 479 844 qui le classe 16e sur Antutu. Donc plutôt pas mal pour un smartphone qui coûte à peu près 350 €. Pour le stockage on a de l'UFS 2.1, je vous affiche aussi ce que j'ai eu avec Antutu, donc cette fois le score arrive à 36 312. Je vous affiche aussi les vitesses d'écriture si ça vous intéresse. On passe maintenant à la partie jeux vidéo. Alors forcément avec un écran 120 Hz et un processeur plus que correct, on a envie d'essayer. La plupart des jeux par contre ne permettent pas d'utiliser autre chose que 60 fps au maximum, donc on va pas forcément profiter pleinement de ça, mais ça viendra peut-être au fur et à mesure que de plus en plus de smartphones 120 Hz sortent sur le marché. Ici, comme vous le voyez, j'ai testé plusieurs jeux comme Call of Duty Mobile, Fortnite, le jeu Marvel. Tous les jeux ont fonctionné correctement. J'ai pas non plus constaté de chauffe avec ce processeur. Des fois, c'est ce qu'on reproche au processeur Mediatek. Ici, je n'ai pas rencontré de problème. Donc tout fonctionne très bien et on peut jouer facilement aux derniers jeux du marché. En plus de ça, ici on a un écran plat qui est plus agréable je trouve pour ces jeux parce que souvent les petits menus se retrouvent dans la partie incurvée sur certains écrans et puis c'est toujours difficile d'aller appuyer dessus sans toucher à autre chose. Donc c'est plus agréable je trouve avec ce type de jeu d'avoir un écran plat. Pour la connectique, on va avoir de la 5G, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1, du NFC, un port infrarouge, un port USB type C. Je vous montre aussi les infos provenant de DRM Info. Comme on le voit, on a bien la certification Widevine L1 pour Netflix ou Disney+ de présente. Alors pour conclure, on est sur un smartphone qui coûte à peu près 350 €. On va avoir un écran 120 Hz, du stéréo avec 2 haut-parleurs, on a du NFC, on a un processeur plus que correct qui permet de jouer à tous les derniers jeux du marché. Donc je pense que c'est un super rapport qualité-prix. Ici, j'ai pas encore parlé de la partie photo-vidéo qui viendra dans une autre vidéo, mais je pense pas avoir de mauvaise surprise sur ce smartphone-là. Malheureusement, le seul problème, c'est comme le Midis Ultra, on est sur un smartphone qui n'est disponible qu'en version chinoise, qui fait qu'on risque d'avoir des soucis de bande 4G, des soucis parce qu'on a le téléphone en anglais, donc il faut rajouter une ROM. Pareil, il y a certaines applications qui ne sont pas disponibles sur le Play Store et tout ça c'est quand même contraignant, même si on est sur un super rapport qualité-prix. Donc avec de la chance, ils le sortiront peut-être sous la marque Poco en Europe, ou peut-être directement avec un autre nom, et ce qui serait vraiment sympa de pouvoir l'avoir finalement avec toutes les bandes 4G et tout ce qui va avec. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce smartphone, du design, des performances, etc. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo.